bienvenue dans cette nouvelle série. On se retrouve donc sur l'établi et sur un petit projet qui semblait être intéressant à faire en vidéo sur la réparation de vérins hydrauliques. Okay, donc c'est les vérins hydrauliques de mon tractopelle, donc du style Fab. Donc je vais vous faire une petite vue rapide aussi de ce tractopelle. Un style Fab SF 170, donc c'est un modèle relativement rare qui a été fait à très peu d'exemplaires. Et il y a des petits soucis sur l'hydraulique. Bon, donc c'est une base, la partie tracteur, c'est vraiment une base Ford, une Ford 5000, donc très très courant. Donc moteur, pont, tout ça, c'est Ford 5000 en version industrielle. Et le godet arrière, donc la partie arrière, la pelle rétro, quoi, c'est du Ford aussi. Et à l'avant, par contre, je pense que c'est le seul truc qui est probablement du style Fab ou peut-être d'un sous-traitant, je ne sais pas. Donc on a des petits soucis sur l'hydraulique, sur les deux vérins à l'avant, donc il y en a 4. Je vais refaire les joints des 4 vérins. Mais les deux plus courts avaient des fuites à la sortie. Donc ils sont déjà démontés. À l'origine, c'était j'avais juste prévu de démonter, changer les joints, et puis voilà, vous savez, le truc super simple, sans souci. Vite fait, bien fait, on change les joints, tac tac, on remonte, c'est étanche, fini. Bien sûr, ça s'est pas du tout passé comme ça. Alors, pourquoi? Alors, première chose que j'ai constatée, donc là, il y a toutes les pièces que j'ai démontées, hein, donc c'est un peu en vrac. Je vais vous montrer ça en détail. Donc, on avait une fuite à la sortie. Donc, de celui-ci, je crois, ouais, c'est celui-là. Donc, on avait une fuite. Ça coulait ici, hein, en permanence. Pression ou pas pression, ça coulait. Donc, j'en ai déduit un souci du joint à lèvres ou quelque chose à la sortie. Hein. Donc, on a ici notre pièce de sortie, donc qui vient en bout dans le tube du verre. Je vous montrerai le tube après, hein, donc il n'y a pas de truc spécial. Le cylindre, il est en bon état, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça qui va venir faire l'étanchéité, ok. À la sortie, donc là, on a le gros joint torique, la lèvre, le joint, pas lèvre, le joint anti-chassement, qui lui était pincé. On peut voir qu'il a été mal monté. Tout ça, c'était déjà pincé et c'est là que ça fuyait, je pense. Hein. Donc, le gros joint. Okay. Et ici, le circlip. Okay. Bon, je vous montre tous les morceaux, je ne vais pas tout vous montrer, mais bon, vous voyez bien. Le grand circlip qui tient ça en place. Donc, on vient pousser ça dans le cylindre, puis dans le cylindre se trouve une rainure, et on va mettre le circlip dans cette rainure. Alors, on peut voir l'état du circlip, il est cassé en miettes. Alors, c'est le cas sur 3 vérins des 4. Les autres étaient juste cassés en 2, celui-ci est cassé en 1000 morceaux. On peut voir comment ça a été martelé. Alors, je pense que quelqu'un devait s'en servir et secouer en butée, et vraiment, ça venait taper contre le circlip, ce qui a dû le casser. Heureusement, ça a juste pris sur la pièce là, sur la sortie, et non pas sur le cylindre. Ici, on voit des coups de flex, ça a été coupé à la meule. Je ne sais pas pourquoi non plus. Hein. Voilà. Et ensuite, on a, une fois qu'on a passé le circlip qui viendra ici, donc dans le tube, on a un deuxième circlip ici avec une rondelle pour éviter que la noix ici puisse rentrer dedans. Donc elle est bloquée entre les deux circlips. Okay, donc le petit circlip qui est là-dedans. Ici, celui-ci est en bon état. Voilà, donc c'est comme ça que c'est fixé, que c'est maintenu en place. Donc, comme dit, le souci, hein, voilà, c'est foutu. Bon. Ensuite, on a ici un palier de guidage, ok, à l'intérieur, pour guider la tige. On a ici un joint hydraulique, le joint de lèvre de sortie qui vient là-dedans. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi le joint racleur pour racler la saleté, donc il vient se presser là-dedans. Il permet de racler la tige, ok. Voilà, donc ça, et bien sûr le joint torique hein, que j'ai montré avant. Ensuite, on a le piston en lui-même. Hein, avec son joint, donc le joint on peut voir que c'est pas d'origine, ça a été changé, il est bien marqué, il a des grosses marques partout, donc il est cassé, hein, il y a des morceaux. Hein. Le piston est bien sûr en 2 parties, avec un joint torique au milieu. Toute cette partie là se visse sur la tige, est-ce qu'on la voit, je sais pas, oups, je vais vous montrer ça au mieux.
On voit ça très bien. Donc sur la tige qui est là, on a un gros écrou. Ok. Tout se glisse là-dedans et l'écrou est serré. Évidemment, une grosse douille que j'avais pas, donc j'ai dû acheter une douille. C'est une douille de 52, il me semble. 52, ouais. Donc, voilà. Avec la clé choc, ça part sans souci, il n'y a pas de problème. Donc, le plan, c'est de refaire le piston et la sortie. La sortie, elle est foutue. Hein. La sortie, c'est clair. La partie là, c'est mort. Tout le reste, tout est foutu. Hein. C'est en mauvais état. Hein. Donc, on va refaire cette pièce. Changer le guide. Le guide, je n'ai bien sûr pas trouvé le même, puisque ici, c'est un guide en pouces. Ou du moins en partie. Le joint, pareil. Joint en pouces. Et cette pièce a déjà été refaite. C'est pas celle d'origine. Sur le deuxième vérin, ça c'est celle d'origine, donc du deuxième vérin. Il n'y avait pas trop de fuite, mais bon, je vais le faire en même temps, il fuyait un peu. Et celui-ci est totalement en pouce, légèrement différent du premier. Donc le premier a déjà été refait. Alors j'ai constaté une chose très intéressante, le joint n'est pas le même, celui-ci a été changé. Et surtout, heureusement, j'ai fait attention avant de commander mes joints, parce que cette tige chromée là n'est pas la même que celle-là, alors que les deux vérins sont les mêmes, droite-gauche. Hein. Alors en fait le truc c'est que celle-ci fait 44 mm qui est une taille en pouces et non pas métrique, et celle-ci a été changée, ils ont mis une 45, donc taille en pouces qui est pas plus mal puisque les joints se trouvent pas en 44 mais bien en 45. Ici on peut voir qu'ils ont récupéré le bout, je vais montrer ça plus en détail ici, mais il y a une soudure en fait à l'origine ici qu'on va passer autour et enlever, ok, et on va récupérer la partie là pour la mettre sur la nouvelle tige. Alors c'est ce qui a été fait ici. Et cette tige a des rayures et des marques. Donc je vais la changer et je vais la passer en 45 comme la deuxième, donc à la place de 44. Hein. Alors l'idée c'est de faire utiliser un autre type de joint également pour le joint hydraulique ici. À l'intérieur, on va faire le même principe, on va utiliser un joint neuf de ce type là. Pour la sortie, j'ai ici mon guide, un nouveau guide. On va utiliser, donc dimension différente de l'origine aussi, hein, puisqu'on passe en 45 et l'extérieur est en 50, c'est pas le même système que d'origine. Le joint hydraulique, on va passer sur ce type là, comme ça, voilà. Alors c'est les joints de mon ancien tractopelle John Deere qui me restent, et par chance, eh ben, j'en ai un, puisque c'est en pouces à l'origine, hein. Donc le cylindre est en pouces, et j'ai la chance d'avoir juste la bonne taille, et j'en ai deux, pour mes deux vérins. Donc je vais réutiliser mes deux joints neufs. Alors le souci c'est que c'est pas les mêmes. Celui-ci on peut voir d'origine, enfin d'origine, je sais pas si c'est d'origine, il y a les joints hydrauliques ici et les deux guides, ok. Le système du John Deere, c'est le joint hydraulique, des petits guides et un grand guide ici. Alors là, j'ai un exemple. Cette tige que vous voyez ici, c'est la tige d'exemple. Hein. Ça c'est un autre vérin, c'est un vérin du John Deere qui me restait. Hein. Donc le piston du John Deere, on peut voir qu'il est en deux parties. La partie guide, le guide ici, ok, voilà, et la partie du joint hydraulique qui est ici, avec bien sûr le petit joint torique à l'intérieur. Alors je me suis inspiré de ça pour faire la même chose en plus gros pour mettre là-dessus. Donc avec ce joint là, et ça nous donne ça. Ok, on a ici la partie que je viens de vous montrer avant, donc le guide avec un guide neuf, ok, la partie piston avec la rainure, enfin l'épaulement pour le joint torique, et la partie pour le joint hydraulique qui vient ici. Ok, tout ça sera assemblé ensemble de cette manière-là et fixé avec l'écrou sur la tige. Là. Alors c'est ça qu'on va voir, puisque la fabrication de ce piston et la fabrication de la sortie que j'ai pas encore faite. Alors celle-ci j'en ai faite une, d'accord, mais on en a deux à faire. Hein. Donc ça c'est un piston et on va refaire la même chose pour le deuxième. Okay, donc je vous montrerai le deuxième en caméra. Le premier est déjà fait. Pareil pour la noix, je vais en faire une hors caméra et une sous caméra, hein, puisque c'est rien de vous montrer les deux, c'est deux fois la même chose. Okay, et pour le deuxième, on fera le changement de la tige. Donc on va récupérer, en tout cas on va essayer de récupérer la partie là. Donc alors il y a un filetage là dans le voie, il y a des trous. Là. Je vous montrerai ça en détail. Donc là pour l'instant c'est un peu la synthèse. Il y a des trous ici. Et si on regarde dedans, on voit le filetage. Donc c'est fileté. Il y a juste
un petit cordon de soudure de sécurité, je pense, qui n'a pas été remis ici, hein, ça n'a pas posé problème. Ok. Donc le but, ça sera d'enlever cette partie. On va ensuite réusiner la nouvelle tige qui est ici. Là, on a une tige chromée spécialement pour les vérins hydrauliques de 45. Ok. À la bonne taille. Déjà la bonne longueur, en plus ça tombe bien. Donc pas grand chose, hein. Pas grand chose à enlever. Voilà donc le projet. J'ai ici mes plans. Alors on a le plan des deux parties du piston que je viens de vous montrer, donc ces deux-là. Hein. Donc la gorge et ici la partie piston. Et ensuite donc la partie la sortie. Donc pareil, j'ai fait un petit plan au plus précis possible. Donc bon là c'est un plan d'ensemble, mais c'est tout celui-là qui va nous intéresser. Pour la partie interne, donc on voit ici la partie qui va accueillir. Alors comme dit, le plus compliqué, c'est pas le piston. Le piston c'est très simple. On peut voir un simple épaulement, machin. Enfin c'est vraiment rien de voilà. Et la partie du piston ici, simplement une gorge ici. Et un alésage. L'alésage doit être relativement précis. La gorge aussi. Le reste c'est l'épaisseur. Tout ça c'est pas très précis. On n'est pas au centième. Disons que je l'ai fait au centième, mais c'est pas une nécessité. Par contre, le plus compliqué, ça sera la partie la sortie. Ok. Donc la sortie, comment qu'on l'a fait? Alors, on peut voir qu'il y a différentes gorges à l'intérieur. Donc une grande ici pour accueillir le guide qui est là. Le nouveau guide, alors c'est une espèce de bakélite, phénolite. Ah, donc ça vient là-dedans. Ok. Ensuite, on a la première gorge pour le joint hydraulique. Voilà. Qui est là. D'accord. Et le dernier petit épaulement pour le joint racleur. Alors j'ai un double joint racleur à double lèvre, là c'est pas mal, je devrais le faire. Bien se presser dedans, ok. Donc là les cotes doivent être relativement précises, alors surtout celle du haut pour pouvoir frapper légèrement cette partie, ce joint là, dedans pour qu'il tienne, tout simplement. Ensuite la gorge extérieure, alors... La gorge extérieure, ça sera pas très compliqué puisque c'est la partie là, c'est uniquement les dimensions intérieures. Ici, on a les dimensions extérieures. Donc le milieu, la gorge ici, c'est la gorge pour le gros joint torique. Donc ça c'est l'ancien, donc on en a un neuf, mais ça c'est le vieux, avec le joint plat derrière. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Donc j'ai tout assemblé, c'est à peu près tout. Hein. Au niveau des joints. On a la petite gorge à circlip tout en haut, pour les fameux circlips là, celui de sortie, hein, donc on va récupérer les mêmes, ils sont bons. Alors j'aurais bien acheté des autres, mais c'est des tailles en pouces. J'ai déjà dû bien galérer à trouver les grands qui viennent, ceux qui sont cassés. J'en ai trouvé, ça devrait le faire, mais c'est pas évident. Hein. Donc je vais vous montrer le procédé que je vais suivre. Alors la partie là, je l'ai fait dans un bloc. Alors cette partie là, donc les pistons. J'ai fait ça dans un morceau et j'ai tronçonné. Alors, on peut voir les traces de tronçonnage, ça fait un effet un peu des petites vagues là. On les sent au doigt aussi légèrement. Bon, c'est pas grave, hein, j'aurais pu refaire une passe après pour la finition. La finition est belle, c'est juste qu'il y a ces petites marques. On peut se trier. Ce qui gêne pas du tout l'utilisation, c'est le côté écrou. Donc là, il y a l'écrou qui vient dessus. Il n'y a donc strictement aucun souci. La face ici qui doit être lisse est lisse. Hein, donc ça, c'est bon. Elle vient en contact avec l'autre partie du piston qui viendra comme ça. Hein, voilà. Donc ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est attaquer la suite. Et on va s'occuper de celui-ci. Et d'enlever aussi la partie là. Okay, donc ça c'est une des choses. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre ça dans le tour. Je pense qu'il faudra... je vais voir si je vais le prendre ou ici, parce que le diamètre là ne rentrera pas dans le tube de mon tour. Donc je ne pourrais pas le rentrer dedans. Il faudra mettre la lunette, ce qui est un peu chiant. Donc je vais peut-être passer la partie là dedans et faire ici. Hein, puisque de l'autre côté, je peux mettre une contrepointe, ça sera plus pratique. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un trou de centrage? Non. Okay. Ensuite, une fois que la soudure sera enlevée, on arrivera normalement à le dévisser. Du moins, j'espère. Comme dit, celle-ci n'est plus utilisable. Il y a trop de... Il y a des rayures partout. Là, on les sent très très bien au doigt. Alors c'est surtout ici, là. Des grosses rayures partout et des marques ici, hein, donc c'est un peu galère. Donc on va récupérer le bout.
Voilà, donc on va passer de ce type de piston là à ce type de piston là pour changer le type de joint. Encore une fois, hein, donc là j'ai le deuxième, on peut voir celui-là est complètement usé, il reste plus rien. Alors celui-ci c'est le deuxième vérin, donc ça, là on peut voir c'est celui qui était avec la tige d'origine. Donc je sais pas s'il a déjà été changé, en tout cas c'est pas récent. Il y a beaucoup d'usure. Ok. Et alors ces joints sont faciles à trouver quand même. La partie là parce que c'est un type assez standard. J'étais étonné de les trouver facilement, mais le souci c'est que de toute manière j'aurais dû refaire les pistons et que les joints, ceux-là je les ai. Hein, donc ils sont déjà là, ils sont déjà payés depuis longtemps. Donc voilà. Le souci c'est que j'aurais quand même dû refaire les pistons, puisque regardez, il y a une marque énorme ici. Hein. Grosse trace ici, grosse trace ici. Alors je sais pas d'où ça vient, donc ça a l'air vieux, il y a même un peu de rouille dedans. Donc c'est déjà vieux. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû refaire, changer les joints, je sais pas. Alors par chance, ça m'a fait un peu peur en sortant, en voyant ce piston. Je pensais avoir des traces dans le cylindre, mais le cylindre est nickel. Hein. Les deux cylindres sont impeccables, il n'y a pas de traces, pas de rayures, rien du tout. Et tant mieux. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Hein. Voilà, donc voilà à peu près le projet. Reste plus qu'à faire, hein. Comme dit, j'ai déjà fait la partie là et je vais faire une des sorties hors caméra et la deuxième sous caméra. Je vais montrer un peu le procédé que je vais utiliser, c'est pas très compliqué à faire. Ici, le plus délicat reste les gorges internes, surtout celle-ci. On aura un petit rayonnage à faire ici, donc on va utiliser un outil à plaquette ronde ou un outil taillé, je ne sais pas encore ce que j'ai, je vais voir ce qu'il y a. Sinon, c'est du travail basique, hein. Il n'y a pas il n'y a vraiment rien de spécial, quoi. Mais un peu de tournage. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de tournage en vidéo. Hein. Alors, il y aura aussi une autre chose que j'ai pas montré, je n'ai pas de plan. C'est la partie ici qu'il faudra tourner donc, sur la nouvelle tige chromée. Donc, on aura un filetage à faire pour là-haut et un filetage ici et la partie là. Ok, donc ça, c'est des choses à faire. Donc, on va vous montrer comment faire cette tige chromée. C'est vraiment pas très compliqué, mais c'est intéressant à faire. Bon, on se retrouve maintenant sur le tour et on va dresser la face déjà et enlever déjà, on va écrouter le pourtour. Alors on utilise de l'XC48 ou C45, même chose, pour faire tout le projet, c'est-à-dire les pistons des cylindres et la noix de sortie. Donc j'ai utilisé des chutes de ce type là, j'en ai 4, donc pour 2 pour chaque piston. Ensemble de pistons donc, qui est composé de 2 parties et 2 pour les 2 noix. Alors dans ce bloc là on va pouvoir usiner non seulement les 2 parties dans ce bloc là on va usiner les 2 parties du piston. Donc les 2 parties qu'on a sur notre plan ici. Donc les 2 parties là, voilà, partie là et la partie là. On va les faire en une prise, pas en une opération, mais en une prise. C'est-à-dire qu'on va faire la forme dans le bloc, puis on va tronçonner. Et on fera ensuite une reprise pour faire la face. Même si c'est pas obligatoire, je ne l'ai pas fait sur le premier d'ailleurs. Ça a bien fonctionné, mais c'est pas aussi lisse que je voudrais. Donc on fera une reprise. Ensuite on fera la noix de sortie, elle sera faite en deuxième. Okay. Alors les pistons c'est relativement simple, hein, il n'y a rien de particulier, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Le plus long c'est l'opération de perçage, donc un gros perçage qui prend un peu de temps. Le reste c'est relativement rapide. On va commencer par faire alors la première partie du piston qui sera celle-ci, donc celle avec la gorge ici. Puisque, alors pourquoi? Tout simplement, en fait ça n'a pas vraiment d'importance, on peut faire l'une ou l'autre. Alors j'ai commencé par celle-ci, puisque il faut bien commencer par une. On a la gorge à faire, hop, et on fait le tronçonnage, ok. Et l'autre a une chose en plus à faire, c'est un petit épaulement au milieu pour le joint torique, mais comme dit, ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Bon, bah on va commencer par faire
le dressage de la face avec l'outil à dresser, ici. Et on fera ensuite l'écroutage. Alors, c'est pas nécessairement... pas une nécessité de le faire tout de suite, mais je préfère le faire. Surtout l'écroutage pour enlever tout le reste de rouille, puisque je passe toujours un chiffon sur le banc quand je fais ça. Donc là, on va déjà faire la face, qui est relativement propre. C'est juste une coupe à la scie. Alors, on peut voir que ça a pris partout, c'est propre, on a une face qui est correcte. Okay, alors, ce que je vais faire, je vais encore faire une passe entre guillemets de finition à plus haute vitesse, juste pour donner... Mais je vais faire ça après. Je vais d'abord faire le perçage, tout ça, la finition, on la fera en dernier. On va maintenant faire l'écroutage ici. Donc, on va changer d'outil. On va protéger un peu le banc avec un chiffon que j'utilise toujours pour ce genre de petite opération qui est bien salissant. On va changer notre outil. On va mettre l'outil classique à charioter. Okay. Voilà. Donc on vient toucher et on va faire une passe. Alors il faut faire attention parce que c'est des ébauches de 90, enfin des brutes de 90 et il me faut 87.9, donc 88. Donc il ne faut pas y aller trop loin, on va enlever le minimum pour l'instant. On va voir jusqu'où on peut aller ici. Voilà, on va aller jusque là, ça sera impeccable, ça suffit amplement. Et on va mettre à 0 ici. Voilà, ok. Et c'est parti. Ok, c'est clean. Alors, petite remarque, on peut voir à quel point la vitesse influe. Je tournais pas assez vite au début. On peut voir que la finition est nettement plus mauvaise que la partie plus rapide. Donc, on va encore faire une petite passe pour nettoyer ça et ramener plus proche de la cote d'origine, puisqu'on est à 89. 80, on devrait être à 87.9, donc on a largement de quoi enlever. On est à 89.22. En gros, on fait une petite passe entre guillemets de finition. On va enlever ça, puisque maintenant on ne touche plus la rouille. Voilà. Bon, on peut voir qu'à haute vitesse, la finition est meilleure. Par contre, le copeau aurait dû être plus... J'aurais dû prendre une passe, faire une passe plus importante parce que le copeau ne se brise pas. Okay, bon, c'est pas grave, hein, c'est juste pour l'instant on est à l'ébauche, hein, c'est pas vraiment une passe de finition. C'est surtout pour vous montrer la différence entre les différentes vitesses. Voilà, donc là on est 88, 94. Bon,
je raconte. Prendre comme il faut, hein, ça ira mieux. 97, ok, 88, 97. Ok, donc on va maintenant s'occuper du perçage, premier lieu. On va faire un petit passage à la ligne pour casser l'angle et éviter de se couper. Alors même si c'est pas du tout un diamètre final, je casse toujours l'angle si je fais une autre opération parce que j'ai pas envie de me couper, hein, ça va tellement vite, c'est pas génial. Bon. Alors, je vous raconte beaucoup de choses, mais je suis pas sûr qu'on voit tout comme il faut à la caméra, hein. Donc voilà, on peut voir le fini est pas mal. Je vais vous mettre un peu plus loin et je vais préparer le matériel de perçage. Petite remarque sur la petite modification que j'ai apportée récemment à mon tour, c'est l'installation d'un porte-outil multifix. Alors ça franchement c'est génial, en tout cas ça me fait gagner un temps énorme. Alors là c'est un multifix, hein, ça pourrait être un autre type à changement rapide, en tout cas c'est ça que je veux dire. Parce que franchement l'outil à changement rapide, la tourelle à changement rapide c'est vraiment le top, hein. Donc j'ai toute une multitude de porte-outils, une dizaine de porte-outils. Donc il suffit de venir mettre dedans, hop, on est en place, hop, on change d'outil. Tac, on veut faire, je sais pas, du coup le chanfrein par exemple, ici, hop, on a l'outil à chanfreiner, voilà. Okay. Ou l'outil à fileter, hop. Et on serre direct, donc il y a, tout est pré-réglé, c'est vraiment top. Et ça fait gagner un sacré temps sur l'usinage. On est indexable sur plusieurs angles. C'est un peu le seul truc que je regrette un peu, c'est de pas avoir l'indexation n'est pas toujours comme je voudrais, hein, bon. Et éventuellement j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Alors c'est une type E qui est parfaitement adaptée à la taille du tour, mais comme on peut le voir, le chariot ici a une base plus grande. Et c'est un peu gênant parce que en mettant, j'ai l'habitude d'avoir mon petit chariot à 29 degrés, hein, pour faire le filetage. Si je le mets à 29 degrés, le carré ici, le bord dépasse un peu loin et un moment d'inattention et le mandrin peut taper dedans. Okay, ici c'est pas le cas parce que porte une fois l'outil dessus, ça va assez loin. Donc une taille au-dessus aurait été mieux, ou alors avoir un chariot avec une rainure, hein, un peu comme la plupart des tours américains, on voit souvent avec une rainure en T qui permet de placer l'outil plus près du bord. Voilà pour la petite parenthèse. Bon, on a installé ce qu'il faut pour percer. Donc on commence par le forêt centreur et on va faire un trou à 65 mm de profondeur. Pas avec le forêt centreur bien sûr. En plusieurs étapes, on va commencer avec le forêt de 10 et on terminera avec le forêt. Le plus gros ici, je vais prendre du... j'ai un forêt de 30. Le forêt 30 ira très bien. Et le reste, je ferai avec la barre à léser, plutôt que prendre un forêt plus gros. Alors, on peut aller avec des forêts plus gros, j'ai un forêt de 40, 45 même. Mais c'est pas génial, ça met plus de temps que d'utiliser une barre à léser avec des plaquettes carbure qui est beaucoup plus rapide quand même. Allez, c'est parti pour le centreur.
Bon, je vais terminer l'opération de perçage, donc vous avez vu le principe, hein, rien de bien spécial. Je vais continuer la même chose jusqu'à être à mes 65 et je vous reprends pour la suite. Bon, je vous reprends pour le gros perçage, la fin. Dernier diamètre à 30, donc le diamètre final sera 35, sera fait à la barre à léser. Là, on a à faire du 30. On va bien lubrifier et on tourne doucement. Centaine de tours minutes au maximum. Hein. Bon, pour 30, 100 tours minutes, ça sera impeccable. Bon, ben on va déjà enlever tous ces copeaux. Alors ça chauffe, la pièce chauffe énormément, c'est tout à fait normal, encore ça va. Alors ça fume, hein, c'est sûr, l'huile de coupe, une partie, comme c'est de l'huile entière, va un peu brûler. C'est pas une vitesse trop élevée, puisqu'on est vraiment dans les vitesses impeccables pour ça, ça rentre très facilement dedans. On fait du gros copeau qui est bien épais, on peut voir, hein, il n'y a pas de souci. Le copeau est régulier sur les deux arêtes, c'est impeccable. Bon, bah, je vais enlever les copeaux et terminer le perçage, la même chose. Hein. Donc là, je suis à peu près à la moitié, à 5 mm de la moitié. Je vais terminer ça et je vous reprends. Bon, après le perçage, on se retrouve pour l'alésage. Donc barre à aléser avec plaquette carbure, une plaquette que j'aime beaucoup puisqu'elle donne toujours un bon résultat. Permet des bonnes passes sans trop de vibrations et donne toujours un état de surface impeccable, du moins en tout cas en finition. Même effectivement on a des plaquettes spéciales ébauche, tout ça. Celle-ci m'a donné les meilleurs résultats pour les deux, donc ça tombe bien. Donc on va venir déjà dans un premier temps toucher la face avant pour mettre un 0, c'est pas très précis, mais c'est ce qu'on demande, puisque c'est juste pour la profondeur d'alésage. Et on vient toucher à l'intérieur, faire nos passes. Donc là on est à 30. On va monter à 35. Alors, il faudra faire un diamètre de finition précis, okay, puisque ça sera un ajustement qui va être utilisé pour coulisser sur la tige du vérin. Okay. Donc, il faut 35 tout pile. Et bien sûr, on va peut-être d'abord changer la vitesse, puisque là, c'est pas bon. Voilà, mais les vitesses rapides. Bon, on a fait nos petites passes, pas trop forcé, 0,5 au rayon, 1 mm au diamètre à la fois. Si on fait plus, ça fonctionne, mais ça a tendance à trop vibrer. Ça peut être génial, donc il vaut mieux y aller doucement. Bon, on refait encore une passe. Pour être sûr, on vérifie ce qu'on vient de faire. Sûr qu'on n'est pas au-dessus, donc c'est impeccable.
il nous restera un peu plus d'un demi-millimètre pour la finition qu'on fera plus tard. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas faire la finition maintenant, la pièce est déjà beaucoup trop chaude, elle est brûlante. Enfin, brûlante, bon, limite on peut la toucher, mais c'est limite. Donc on ne fait pas de finition. Et on fera seulement la finition une fois que le reste de la pièce sera faite. Puisqu'en enlevant des grosses quantités de matière sur l'extérieur, enfin des grosses, pas énorme, mais on va quand même enlever pas mal, ça risque de faire des variations sur la partie interne. S'il y a du stress dans l'acier, ça peut bouger. Okay, donc là, on fait une passe juste pour arriver à ma cote d'ébauche, de finition d'ébauche, on va dire, hein, même si c'est pas vraiment terme correct. Mais le but étant juste de faire une surface propre et surtout droite, puisque là, l'ébauche ne fait pas quelque chose de très droit. Voilà, super. On a un alésage parfait, prêt pour la passe de finition, même si ça aurait déjà dû, ce que je viens de faire, correspondrait effectivement à une passe de finition, mais on n'est pas encore au bon diamètre, donc on va faire une mesure. Pour l'instant, toujours au pied à coulisse, puisque on n'est pas sur la finition. Alors là, 34,5, 34,5, donc 1 demi-millimètre pour la finition, c'est impeccable. Donc voilà pour l'alésage, on va... je vais passer un petit coup débavurage provisoirement. Pour ça, on va utiliser l'outil manuel à ébavurer, juste pour enlever la bavure, voilà, pour pas se faire mal. Et on va faire un dressage de finition. Alors je le prends déjà comme finition puisque c'est déjà pas une phase super importante, mais elle va me servir comme point de référence. On va donc faire la finition là-dessus, ok. Voilà, voilà, et on va mettre l'outil céramique. Alors, pourquoi l'outil céramique? Parce que l'outil céramique me donne toujours des bons résultats sur la finition. Pourquoi? Parce que mon tour n'est pas prévu, c'est un ancien tour, hein, donc avec plus de 70 ans. Il n'est pas prévu pour des vitesses supérieures à 800 tours minute au niveau de la broche. Okay, alors c'est un peu compliqué parce que la broche et sur roulement pourrait faire plus, mais la boîte de vitesse en bas, non. Alors puisque c'est un mix de l'ancien modèle et du nouveau modèle. L'ancien modèle étant sur palier bronze, il était limité à 800 tours minute. Et comme j'utilise la boîte de vitesse de celui pour palier bronze, eh ben, on est à un maximum 800 tours minute. Donc voilà pourquoi j'utilise d'autres types d'outils, parce que 800 tours minute, c'est pas forcément suffisant pour faire un bel état de surface avec des outils au carbure. Okay, donc il faudrait vraiment monter à des vitesses bien supérieures pour avoir une super finition. Okay, donc c'est pour ça que j'utilise, dans mon cas, l'outil céramique, les plaquettes céramiques qui donnent un super résultat sur la finition, surtout sur le chariotage, un peu moins sur le dressage. Mais bon, ça reste quelque chose de correct et ça fonctionne très très bien. Donc on va faire, donc c'est la solution que j'ai trouvée pour moi quand on ne peut pas aller à des vitesses élevées, bien qu'il faudrait également pour la plaquette céramique tourner beaucoup plus vite. Elle donne quand même un très bon résultat hein, sur les passes de finition à la vitesse que je peux utiliser. Donc je les ai, autant les servir. Je suis limité par contre en profondeur de passe, c'est pas un outil que je vais utiliser pour des grosses passes, ça ne fonctionne pas très bien. Il faudrait tourner beaucoup plus vite. Par contre pour les passes de finition, c'est impeccable. Donc on va voir ça, j'espère que ça donnera un beau fini sur la face, c'est souvent sur le chariotage, on l'utilisera après aussi, je vous montrerai. Ça donne un état de surface bien lisse, bien brillant, bien propre, parfait pour les joints. Voilà, alors on peut voir, 100 fois mieux qu'avant. Hein. On a un bel état de surface, c'est pas tout à fait miroir, mais pas loin quand même. Hein. Voilà. Alors, plus vers le bord, pourquoi? Parce que
plus on vient sur un petit diamètre, plus il faudrait tourner vite. Ok, donc là on a une vitesse suffisante pour un beau fini. Par contre au milieu on peut voir qu'il aurait fallu tourner plus vite, mais bon, je suis déjà au maximum. Voilà, on a donc cette face qui est prête, c'est une bonne chose. Et on va maintenant s'occuper de l'extérieur. Et on va ramener ça au diamètre final. Okay, alors on a un diamètre final qui est identique sur les deux parties du piston, donc le plus grand des diamètres sur les deux pistons. Donc on va tourner toute cette partie pour arriver à ce diamètre. Okay, une fois qu'on aura ce diamètre, sur toute la surface, sur tout notre cylindre, on pourra faire les différentes étapes suivantes. Bien que effectivement il serait préférable de faire la finition en dernier. Mais ça posera pas de souci dans ce cas-là, puisque j'ai plus grand chose à faire. Ça sera juste une rainure ici et l'autre côté. Donc après le tronçonnage, la partie finale, ça ne bougera pas. Hein. Donc je vais m'occuper de ça et je vous reprends. Alors on va déjà, dans un premier temps, laisser refroidir la pièce. Ça c'est déjà la première chose à faire. Elle est un peu trop chaude. J'ai donc installé mon outil classique de chariotage. Et on va ramener la partie externe au diamètre final. Alors, en théorie, on ne devrait pas encore faire la finition là-dessus. Enfin, on ne devrait pas, un grand mot. Mais le truc, c'est que on a encore une opération ici une rainure à faire. Donc, il y a encore un petit peu d'ébauche, mais c'est pas vraiment de l'ébauche, hein, donc ça va pas déformer notre pièce. Alors, je préfère faire tout de suite les diamètres extérieurs. Ça posera aucun souci de toute manière dans ce cas-là. Hein. Donc, on va faire ça. Et on s'occupera ensuite de la rainure. Et une fois que la rainure sera faite, on fera la finition de l'alésage et le tronçonnage. Okay, je me suis déjà mis à 0 sur la partie extérieure. Il nous reste à peu près 1 mm à enlever, un tout petit peu plus d'1 mm, 1 mm et 5 centièmes. On va donc on va le faire en plusieurs passes. Pourquoi? Parce que je veux un diamètre assez précis et je ferai la passe de finition avec l'outil à plaquette céramique. Donc c'est parti, on va faire une passe déjà de 0,30, ouais 0,3 mm, 0,35, alors on va mettre ça comme il faut, hop, et on fait une passe et on mesure. Voilà, donc vous voyez pourquoi j'utilise l'outil céramique. Je pense que le résultat parle de lui-même. Hein. La finition, elle est impeccable. Okay, sur de l'XC48. Je suis très content du résultat. Et c'est plutôt pas mal. On va prendre une mesure. Ok. Là, on est à 87,98. On va donc faire une dernière passe de 4 centièmes. Ce qui nous ramènera à 87,90. C'est parti. Voilà, on a pris nos 4 centièmes. Super finition, hyper lisse, hyper beau. Ok. Et on va remesurer, voir où on est. Hop. Et comme prévu, tout pile à 87,90. Ok. Donc j'ai pas fait de sujet, je crois pas que j'ai fait un sujet sur la lecture des micromètres. Là on affiche 40, c'est normal, hein, puisqu'on est
le tambour est gradué par demi, donc par demi-millimètre. Donc là on est à la graduation suivante, c'est-à-dire 80, 85, 86, 87, 87, 50, donc on passe les 50 et on est jusqu'au bout 87, 50 plus 0,40, ça fait bien nos 87,90. Ok. Je l'explique juste au cas où si les débutants regardent et ils voient 40, ils connaissent pas le fonctionnement du micromètre, ils vont se dire que tu racontes 90 et il y a écrit 40. C'est tout à fait normal. Ok. Parfait. Donc comme je le disais, j'utilise l'outil céramique pour la finition parce qu'il il permet de prendre des très petites passes. Alors théoriquement, on devrait éviter de prendre d'aussi petites passes. On veut toujours un copeau minimum, mais avec l'outil céramique, on n'a pas ce souci, en tout cas pas avec cela. Parce que normalement, des passes aussi fines se font normalement après à la rectification. Ici, je fais pas de rectification, donc je préfère travailler doucement, pas louper ma cote. Puisqu'on a une ancienne machine, il y a des fois un peu de jeu, donc ça va vite d'être plus ou moins louper un peu la cote. Donc voilà, on travaille comme ça, c'est pas de la série, c'est plus ou moins courant. L'inconvénient de l'outil céramique, c'est qu'il n'a pas de brise copeaux dans son affûtage. Donc on a des mauvais copeaux, hein, des copeaux longs, filamenteux, longs et pas très cool. Bon, ça fait partie de l'outil céramique, on le sait. Hein, voilà. C'est pas génial, mais bon, voilà, on fait avec. Et par contre, l'avantage, c'est qu'il nous donne un fini parfait. Ok, bien lisse, impeccable, on peut faire des petites passes. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'utilise très régulièrement pour mes passes de finition, quasiment tout le temps, hein, surtout sur les aciers comme l'XC48 où je tourne pas assez vite, pour les plaquettes classiques. Alors la plaquette que j'utilise habituellement, en ce moment, depuis que je les ai, c'est celle-ci. Alors j'ai pas la référence, c'est du CNMG, mais je sais pas quelle nuance c'est une boîte que j'avais achetée sans étiquette. Donc bien dommage parce que celle-ci, en tout cas cette géométrie me donne un super résultat comparé aux géométries classiques. Et la deuxième géométrie que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Ok, celle qui est là-dessus, en CNMG, elle fonctionne aussi très bien. C'est les deux que j'ai trouvé avec les années. Au fil des années, c'est les deux que j'ai trouvé qui m'ont donné le meilleur résultat. Les deux sont théoriquement pour les super alliages. Donc bon, bah, ça marche très bien sur l'acier. Hein. Elles tiennent même plus longtemps. Parce qu'elles sont pour moi mieux optimisées pour mon système. Puisque j'ai pas de vitesse de rotation assez élevée pour les autres plaquettes. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer la rainure, la gorge. Donc je vous montre sur le plan. On parle de la gorge qui est ici, donc hein, celle-ci, si on voit bien. Donc ici, voilà, donc on va juste faire ça. Une fois qu'elle sera faite, on terminera l'alésage et on fera le tronçonnage. Bon, bah, je vais préparer tout ça. Et puis, je vous reprends. Ça y est, j'ai installé l'outil à faire les gorges, à faire ma gorge. Enfin, c'est un outil qui peut servir à tronçonner. Hein. Donc, comment on va faire pour cette opération? C'est pas bien compliqué. Première chose que j'ai faite, je suis venu toucher la face, tout délicatement. C'est pas une mesure ultra précise, donc on peut le faire comme ça sans faire tourner. Je me suis mis à 0 sur ma visu, ou sur votre vernier, c'est pareil. Enfin, le tambour gradué. Puis, on vient vers ici, et on va maintenant mettre à ras l'autre extrémité de l'outil. Donc, l'épaisseur, il nous faut l'épaisseur de la lame, qui est ici de 4,94 mm. Donc, on vient de 4,94. Voilà, hop, 4,14, et on se met à 0. Maintenant, on sait que la face de ce côté-là de l'outil est parfaitement alignée avec la face de notre pièce. Maintenant, on va voir notre plan. Alors, notre plan, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il demande? Alors, on nous dit qu'il nous faut, comme ça, qu'il nous faut 4,5 mm d'épaisseur. On veut la plus épaisse, la partie la plus épaisse de ce côté. Donc, on va déjà se décaler de 4 mm et demi, comme ça, 4,5. Parfait, et on se remet à 0.
Là, on est sur notre première partie de la rainure. Ensuite, il nous faut le diamètre intérieur qui est ici du coup de 82 pardon, .6. Ok, je ne sais pas si on voit la caméra. 82,60. Le diamètre extérieur actuel est de 87,90, ce qui nous fait une profondeur, une prise de profondeur maximale de 2,65 mm. Donc on doit rentrer de 2,65 mm dans la matière pour arriver à notre taille, notre diamètre final. Okay, alors ça, on ne va pas le faire en une fois. On va déjà rentrer de 2,60, on va laisser les 5 centièmes pour la fin, ou 2,55 même. Et ensuite, on va devoir déplacer notre outil, puisque notre gorge doit faire non pas 4,94 mm, mais elle doit faire 15,8 mm. Je l'ai nouveau à l'envers, la feuille. Donc 15,8 mm au total. Voilà. Donc on va devoir se décaler d'une distance de 15,8 mm moins l'épaisseur de l'outil de 4,94, ce qui nous fait un déplacement de 10,86 mm. Ok. Donc ça, c'est tout la théorie. C'est plutôt pas mal. Par contre, la pratique, on va pas tout de suite prendre... Là, on s'est mis à 0, mais on va légèrement se décaler là-bas pour laisser un petit peu pour la finition de chaque côté, hein, en plus du fond. Pourquoi? Parce que ces outils-là ont tendance des fois à avoir un peu de flexion ou un peu de mouvement et de vite avoir une cote trop grande. Donc on veut pas être... La rainure, elle doit vraiment avoir 15,8, c'est une dimension précise. Et ensuite, je vais la finir en prenant directement la bague en plastique qui va aller dedans et en vérifiant le passage si c'est bon, parce que je veux un ajustement assez précis. Okay, voilà, donc on va commencer. On va rentrer, on va se décaler maintenant de 1 dixième. On va laisser 1 dixième. Voilà, donc 0,10 mm. Et on va commencer à rentrer dans la matière à partir de 0,10. Puis ensuite, on va venir progressivement jusqu'à 10,86. Et là aussi, on va enlever 1 dixième, donc 10,76. Okay, il nous restera 1 dixième à enlever de chaque côté. Et on va aller à une profondeur de 2,55, tout simplement. Okay, donc première chose à faire, on va venir toucher la face. Okay, se mettre à 0 et on va rentrer de 2,55. Alors attention, outil HSS, donc vitesse de rotation relativement faible. On vient toucher. Alors déjà, on remarque une chose, l'outil n'est pas parfait. Vous voyez, l'outil touche sur la partie là, mais pas sur la partie, pas de l'autre côté. On va continuer, voir comment que ça réagit. Ok. Donc ça, c'est un outil qui n'est pas... Alors l'outil est taillé légèrement comme ça. Ok. Donc ça, c'est pas bon. Je vais donc prendre l'outil et je vais aller l'affûter pour le ramener à quelque chose de potable. Voilà, j'ai refait l'affûtage. On peut le voir. Alors on voit un petit creux ici qui était déjà d'avant, donc ça c'est pas grave du tout, hein, vu que toute la partie qui est utile en haut est bonne. Ici c'est de la dépouille, de toute façon ça touche pas. J'ai passé donc sur toute la face pour être parfaitement droit. Okay. On va essayer. L'intérêt de la multifixe, hein, toujours au même niveau, c'est bien. On garde la position en enlevant l'outil. Donc ce qu'on va faire, on va essayer à côté, puisqu'on a largement de quoi faire. On va faire un petit essai, on va se mettre à 0 tout de suite quand ça touche. Hein. Parfait, on s'est mis à 0, j'ai à peine touché, on peut voir que ça commence plutôt pas mal. Vous voyez, ça prend direct partout, impeccable. Là on est bon. Et on revient maintenant à la position initiale de 10. Ok. Hop. On se remet à 10. Alors, s'il veut bien, la visu légèrement. Voilà. Laissez-moi vérifier juste les dimensions. Donc c'est 2,65. Donc on va rentrer 2,55. C'est parti.
parfait. Donc comme on a vu, j'ai fait un petit chariotage tout léger pour enlever la matière uniformément et faire un nettement meilleur état de surface qu'en plongée seul. Okay, alors ces outils ne sont pas faits pour du chariotage, on peut les utiliser en chariotage sur des très petites passes. Donc là, moins d'un dixième, il n'y a aucun souci. Hein. Et on est allé plus loin de chaque côté. Bon, le fini n'est pas top sur les côtés, mais ça, c'est pas important. Ça n'a pas vraiment de réelle importance. Et ce qu'on va faire, on va donc prendre de nouveau notre mesure de diamètre et voir combien on peut enlever encore sur le diamètre. Là, c'est une mesure qui est importante, je ne veux pas la louper et donc je préfère y aller doucement. Alors là, on est encore, alors il nous faut 82,6. La mémoire est bonne, n'est-ce pas? 82 est la mesure. 82,60. Pour l'instant, on est à 82,65, donc on a encore 5 centièmes. On fait une vérification pour être sûr. Ok, 5 centièmes à enlever. Alors, ce que je vais faire, je vais récupérer la bague qui vient là-dedans. Laissez-moi prendre ça et je vous reprends.